Donc la table ronde a été très enrichissante. Je crois que vous avez présenté les choses avec passion. Moi, j'ai juste un sujet, c'est l'environnement. On n'en a pas beaucoup parlé lors de cette première table ronde. Vous avez plein d'enjeux au Mali. Vous avez l'économie du pays. Vous avez l'agriculture à développer, sécuriser l'aliment envers votre peuple. Et puis, il y a un enjeu de taille quand même important, c'est la protection de l'environnement, des terres et de ses habitants. Et donc, c'est un sujet à laquelle je suis très sensible et à laquelle je veillerai dans le cadre de la coopération décentralisée. Donc, je voulais juste le pointer. Vous avez des enjeux assez conséquents parce qu'il faut concilier, en fait, tout ça. Et j'imagine ce que ça doit être au quotidien. L'agriculture intensive, vous l'avez présenté. Mais voilà, j'aimerais bien que, enfin, j'ai pas de leçon à donner, mais sur le volet environnement, que ça soit un peu plus détaillé dans les présentations, et puis que ça soit un élément, en tous les cas, pris dans le cadre des coopérations décentralisées, puisque le réchauffement climatique, il est aussi au Mali. Il y a des questions d'eau, il y a des questions, en tous les cas, de températures très élevées qui vont s'accroître dans les 20-30 prochaines années, et comment l'avenir de l'agriculture, elle se pose dans un pays en voie de développement. Voilà, merci. Merci pour votre attention. J'ai prévu d'intervenir cette année sur la mutualisation des efforts et des investissements de la diaspora au Mali. Et comme nous avons beaucoup d'ambition pour ces investissements au Mali, nous souhaiterions pouvoir, une fois qu'on aura fait nos preuves, aller au-delà et utiliser les mêmes processus pour des investissements de non-maliens au Mali. L'état des lieux. Ça fait quelques années que je travaille, façon de dire, que je coopère avec Inagrim pour essayer de favoriser leurs investissements dans l'agriculture au Mali. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'organisation, ça c'est pour les non-membres d'Inagrim, l'organisation d'Inagrim est très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'ils sont structurés, ce forum en atteste, parce qu'ils ont un fonds d'investissement qui existe depuis quelques années, donc ils ont un certain nombre de montants, et ils ont la capacité d'augmenter ce montant si le besoin s'en fait sentir. Rares sont les associations qui sont dans cette situation, à la fois les capacités organisationnelles et les capacités de financement. Ils ont également, et ça c'est l'avantage de la diaspora malienne en France, elle dispose, parce qu'on est très variés, elle dispose d'un certain nombre de compétences dans les ressources humaines, de compétences techniques, de compétences managériales, de compétences de toutes sortes. C'est une des caractéristiques de la diaspora malienne en France, ce qui n'est pas vrai pour toutes les diasporas maliennes dans tous les pays. Au fil des ans, lors des forums ici, monsieur est représentant du ministère des Maliens de l'extérieur. Avant lui, il y a eu des représentants du ministère de l'Agriculture, il y a eu des représentants de l'Office du Niger, il y a eu des représentants de tout ce que vous voulez. À chaque fois, on a essayé de trouver un moyen pour qu'on ait des interlocuteurs qu'on peut appeler des points focaux, pour qu'on ait des interlocuteurs qu'on appelle des points focaux au Mali, de façon à ce qu'ils assurent le suivi et la sécurisation des investissements de la diaspora au Mali, de la diaspora Inagrim en l'occurrence, dans l'agriculture au Mali. À chaque fois, comme d'habitude, ils sont d'accord avec les idées qu'ils trouvent bonnes quand on en discute lors du forum. Ils sont d'accord pour désigner des points focaux. Mais comme d'habitude, les Maliens, quand il s'agit d'avoir des honneurs et de bien parler, on est tous présents. Quand il s'agit de bosser, il n'y a plus personne. Donc, il ne s'est rien passé. C'est pour ça que j'étais en train de discuter avec monsieur. J'espère qu'il ne fera pas la même chose que les autres, faire des belles promesses. Et une fois parti là-bas, plus moyen de les contacter, plus moyen de mettre en œuvre ce qu'on a défini, ce qu'on a décidé de mettre en place. Ça, c'est pour la critique, mais si on ne se critique pas, on ne s'améliore pas. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est structurer la diaspora malienne
Inagrim à l'occurrence aujourd'hui, c'est structurer ici, avoir des interlocuteurs fiables là-bas, de façon à ce que l'argent ne soit pas préempté par des gens qui n'ont rien à voir avec le business. Quand je dis préempté, je pensais aux corrompus, aux détourneurs, à tout ce que vous voulez. Ce que nous craignons, ça c'est Inagrim avec ses atouts. Ce que nous craignons, c'est qu'il y ait des obstacles pendant le processus de validation, d'approbation des projets. Vous avez tous vécu ça, en fait, ceux qui ont décidé d'investir au Mali. Ce que nous craignons, on en discutait avec madame tout à l'heure à table, c'est que vous soumettez un projet, ils trouvent le moyen de le bloquer, et comme par hasard, 2 ans après, ils sortent le même projet, le vôtre, qu'ils ont pris à leur compte. Ce que nous craignons, c'est qu'une fois qu'on a dépassé le niveau de l'API, quand on rentre dans les circuits beaucoup plus administratifs en fonction de la destination du projet, qui peut être agricole, qui peut être industriel, qui peut être de service, etc. Une fois qu'on rentre dans ces méandres-là, il y a d'autres obstacles, les obstacles de la création d'entreprises. Ce que nous craignons encore, c'est que dans l'exécution des opérations de l'entreprise créée, on nous mette des bâtons dans les roues avec des réglementations, des machins inventés ou pas, qui empêchent, une fois qu'on a sa société, qui empêchent de tourner. Voilà tout ce que nous craignons et voilà tout ce que nous souhaitons que vous, qui avez les responsabilités dans le ministère au Mali, que vous, qui souhaitez avoir l'argent de la diaspora, pas simplement pour le regarder cet argent-là, que vous mettiez en place, que vous fassiez votre part de boulot, de façon à ce que cet argent-là serve non seulement à ceux qui vont investir, ceux de la diaspora, parce qu'ils investissent pour gagner de l'argent, mais que ça serve aussi à ceux qui ont du boulot par ce biais-là, parce que ça leur permet de nourrir leur famille et ça leur permet d'alimenter l'économie du pays par la consommation. Voilà ce que nous attendons les uns des autres et voilà ce sur quoi nous devons être exigeants. Il se trouve que, voilà ce que nous demandons. Il se trouve que depuis quelques semaines, peut-être 2 mois ou 3 mois, jusqu'à présent, j'intervenais avec plaisir. Certains peuvent en témoigner. J'intervenais avec plaisir auprès d'Inagrim, mais je n'étais rien, puisque je n'appartiens même pas à cette association. D'ailleurs, je n'appartiens toujours pas à cette association. D'ailleurs, je n'appartiens à aucune association. Ce qui me permet de dire ce que je pense. J'intervenais auprès d'eux, je n'étais rien. Donc, je n'étais pas légitime. Mais depuis 2 mois environ, le Haut Conseil des Maliens de France m'a demandé de constituer une équipe et de réfléchir à cette problématique de l'investissement des Maliens de la diaspora dans le pays. Là, je deviens légitime. Là, je peux m'exprimer différemment. Là, je peux chercher des interlocuteurs, discuter avec eux, alors que jusqu'à présent, je ne discutais pas avec eux, je discutais à travers les responsables d'Inagrim. Il se trouve également que, le hasard faisant bien les choses, tout à fait par hasard, je me suis retrouvé à l'ambassade, j'ai dû me perdre et je suis rentré là. Je me suis retrouvé à l'ambassade dans un tout autre cadre. Et dans les discussions qu'on a eues avec l'ambassadeur, qui, pour une fois, est quelqu'un qui est pro-business, un ambassadeur qui est pro-business. Dans les discussions qu'on a eues, on a débordé du sujet qui nous réunissait. Et il m'a dit que lui aussi souhaitait constituer une équipe de réflexion à l'ambassade pour favoriser l'investissement de la diaspora au Mali. Ah, je lui dis, ça tombe très bien, c'est exactement ce que m'a demandé le Haut Conseil des Maliens de France. Il m'a dit, quand il en a parlé, il m'a dit, je souhaite que vous participiez à cette équipe. J'ai dit, on peut travailler ensemble, notre équipe et la vôtre, quand vous l'aurez constituée. 2 demandeurs, le Haut Conseil des Maliens de France en tant que représentante, un des représentants de la diaspora malienne, je vais être modeste, et l'ambassade du Mali en tant que représentant de l'État malien. À partir de là, je me suis dit, il est possible d'activer des leviers de l'État de façon à baliser le chemin dont je viens de vous parler et à sécuriser et à fiabiliser les investissements de façon à ce que ce soit opérationnel au moindre coût. Parce que c'est important. Pourquoi il serait intéressant de le créer au niveau du Haut Conseil et de l'ambassade, voire au-delà? Ce n'est pas ce groupe, même si j'ai le plaisir de l'animer, ce n'est pas ce groupe qui va décider dans quel secteur les uns et les autres vous allez investir. Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème des gens qui viennent présenter des secteurs porteurs, qui vous apportent des informations. On peut vous les apporter aussi. L'investissement est un acte individuel et personnel ou de groupe. C'est l'investisseur qui décide dans quel secteur il veut investir.
C'est lui qui accepte le risque et qui le prend. Parce que c'est trop facile d'investir, de se planter et de dire « mais oui, mais c'est M. Goundiam ou M. Comé qui me l'ont conseillé ». C'est lui qui choisit son secteur. Nous, notre rôle, ce n'est pas de choisir le secteur pour lui ou avec lui. Notre rôle, c'est qu'une fois qu'il a choisi, il n'ait pas d'obstacle, qu'il puisse dérouler. Voilà, nous intervenons sur le processus, pas sur l'objet de l'investissement. Et si on arrive à créer ça au niveau le plus haut possible, il bénéficiera, ce processus balisé bénéficiera évidemment à Inagrim, bénéficiera à X, à Y, à Z, individuel, si vous décidez d'y aller tout seul, ou en groupe, si vous décidez d'y aller entre associés ou comme association. Dans tous les cas, ce sera le même processus qu'il faudra dérouler. Donc ce processus, on le mettra à la disposition de tout le monde. Et si on est capable de faire la démonstration que ce processus est sérieux, il fonctionne pour la diaspora malienne en France, il vous sera facile, il nous sera facile d'intéresser des non-maliens à ce processus-là, en leur disant, vous pouvez venir, le chemin est balisé, il est clair, il est transparent. Donc à ce moment-là, on détendra au-delà de la diaspora malienne en France. Voilà l'ambition que nous avons. Et voilà ce sur quoi nous travaillons. Et j'espère que nous travaillerons très vite pour que ça ait des résultats assez rapidement. Mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de nos interlocuteurs au Mali. Mais on commence à avoir des contacts relativement intéressants. Et la différence avec ce qu'il y avait avant, c'est qu'avant, je disais à M. Comé et à ses collègues, vous pourriez faire ceci. On les rencontrait, moi je les rencontrais, les interlocuteurs, seulement au forum. J'avais plus de contact avec eux parce que ce n'était pas mon affaire. Aujourd'hui, je suis mandaté pour y travailler, c'est mon affaire. Et donc, je vais aller au front avec vous. Il se trouve que ce groupe qu'on m'a demandé de constituer, il ne va pas s'occuper, alors je ne vais pas tout vous détailler parce qu'on n'a pas encore refait les publications qu'il faut, les communications qu'il faut, donc je dois être réservé, je suis soumis à une réserve. Il ne va pas s'occuper que des investissements au Mali. Il va, puisque je suis mandaté par le Haut Conseil des Maliens de France, et indirectement par l'ambassade, il va s'occuper de tout ce qui peut être utile à la diaspora au Mali, à la diaspora malienne en France. Cela veut dire, lorsque ce sera possible, c'est pour ça que j'ai demandé à M. Comé tout à l'heure s'il y avait un vrai responsable d'Orange Money ici, et pas simplement des gens qui font des fiches et des inscriptions. On n'a pas. Et on va discuter avec des vrais responsables dans différents secteurs pour essayer de leur soumettre des appels d'offres de façon à négocier des contrats de groupe pour rendre les frais de service beaucoup plus bas pour les Maliens. Ceci peut s'appliquer au transfert de monnaie, mais d'argent de point à point, pas seulement de Paris à Bamako, et ensuite à Bamako on se débrouille, pas seulement les gens qui transportent de l'argent sur eux. Bon, on va y réfléchir. On aurait pu le faire pour le transport aérien, mais on a très peu de chance maintenant parce que le transport aérien sur le Mali est devenu quasi monopolistique. Il n'y a plus qu'une compagnie, ou presque. Donc c'est difficile de les mettre en concurrence via un appel d'offres. Donc dans tous les secteurs où on peut faire ce genre d'opération, on le fera volontiers de façon à... Mais encore une fois, moi, vous avez compris que j'étais un libéral. Hein. On met en place des structures. Ceux qui veulent y aller, ils vont. Ceux qui ne veulent pas y aller, ils font autre chose. Hein. Ils font leur truc dans leur coin. C'est leur droit le plus absolu. Par contre, si vous passez par le système balisé, vous bénéficierez d'un certain nombre d'avantages qui auront été négociés. Si vous décidez d'y aller en solo, vous y allez en solo. Il n'y a aucune obligation. Dans le business, il n'y a pas d'obligation. Chacun décide pour soi et prend ses risques. Alors, j'ai échangé avec madame, on verra dans quelle mesure... Il se trouve qu'elle travaille que sur CAI, c'est dommage, parce qu'on est intéressé par tout ce qui se passe partout au Mali, et pas seulement par CAI, même si l'essentiel de la diaspora malienne, pas seulement en France d'ailleurs, provient de cette région. Enfin bon, bref, on essaiera de faire ce qu'on peut. Et voilà ce que je voulais vous soumettre comme action en cours. J'espère que très rapidement, et ça peut aller très loin encore, y compris aider nos jeunes, je le dis pour que vous y réfléchissiez aussi. Il y a un certain nombre de nos jeunes qui sont très pointus, qui sont très très bons aux élèves, mais qui n'ont pas l'information qu'il faut ou qui n'ont pas l'ambition qu'il faut pour viser les formations d'élite. Ils s'autocensurent. Ces jeunes-là aussi, quand ils sont brillants, c'est pas, vous allez me dire c'est élitiste, mais ça ne me dérange pas beaucoup. Ces jeunes-là, il faut les détecter assez rapidement et leur indiquer qu'ils peuvent avoir des ambitions auxquelles ils n'auraient même pas pensé.
parce qu'ils en ont la capacité. Ensuite, il se pose la question de nos jeunes qui cherchent de l'apprentissage, qui cherchent des stages. Bon, toutes ces choses-là, il faudrait qu'on y réfléchisse. Je ne dis pas qu'on trouvera la solution à tout, mais il faut qu'on y réfléchisse et qu'on y travaille. Et si dans un an, il me réinvite pour le forum de l'INAGRIM, et que je viendrai volontiers, parce que la preuve, j'ai préféré venir ici plutôt que d'aller au dialogue national. Et aujourd'hui, j'irai demain. J'irai demain. Donc, si dans un an, vous me retrouvez ici et que rien n'a bougé, vous aurez le droit de m'engueuler. Merci. Je vous remercie pour votre accueil. On est très content d'être là et d'être aussi aux côtés des partenaires d'INAGRIM. Merci pour la qualité des échanges. Donc aujourd'hui, je vais présenter le programme, le dispositif Babylone Mali, qui existe maintenant depuis 2 ans et qui a été initié au départ par le FIDA et le projet FIER au Mali. Et depuis 2 ans, donc, Babylone met à disposition un site, une plateforme qui permet en fait à la diaspora malienne de contribuer au projet de jeunes ruraux qui sont principalement aujourd'hui travaillent principalement à à Koulikoro et j'espère bientôt à Caille. D'abord pour introduire un petit peu au sujet de Babylone, en fait Babylone c'est une entreprise sociale et solidaire qui existe depuis maintenant 11 ans et qui est au départ spécialisée dans ce qu'on appelle le microcrédit participatif. Donc qu'est-ce que c'est le microcrédit participatif? C'est en fait c'est d'abord un site de financement participatif qui permet au plus grand nombre et au grand public donc, de contribuer à des projets. Ces projets, il se trouve que ce sont des projets qui sont remontés par des institutions de microfinance avec lesquelles Babylone est partenaire. En fait, au sein de notre entreprise, on a une équipe dédiée à l'analyse et au suivi de notre portefeuille qui va mettre en œuvre son expertise pour identifier des partenaires terrain, des structures. Donc on est dans une vingtaine de pays. Elle va identifier des structures qui vont être exemplaires et donc convenir aux critères qu'on s'est donnés nous en termes de performance économique, sociale, organisationnelle. Et une fois en fait qu'on a décidé d'intégrer ces structures, elles vont, dans le cadre d'un contrat qu'on met en œuvre avec elles, elles vont remonter des projets de micro-entrepreneurs. Les secteurs qui sont représentés sont des secteurs fondamentaux, évidemment le secteur primaire de l'agriculture, on va avoir de l'artisanat, du commerce et d'autres types de secteurs, on va dire comme les services ou la restauration. On a aussi diversifié depuis quelques années notre refinancement en permettant à des institutions de microfinance de refinancer des projets d'accès à l'énergie et depuis peu d'accès à l'eau. Voilà. Donc nous, en tant que site de financement participatif, on a un intermédiaire qui permet d'agréger en fait de l'épargne solidaire, avec le grand public et qui en fait redistribue cette épargne à nos partenaires terrain qui sur le terrain vont accompagner, financer les bénéficiaires dans la création ou le développement de leur activité. Voilà, et donc on a jusqu'à présent on a financé jusqu'à hauteur de 23 millions d'euros de prêts et en tout et pour tout ce sont plus de 6 millions d'euros qui ont été investis sur la plateforme. Pour Babylone, on parle d'un outil du prêt solidaire. Pourquoi on dit prêt solidaire? C'est parce que lorsque vous vous rendez sur le site web de Babylone, que vous sélectionnez un projet et un montant à financer, nous n'appliquons pas de taux d'intérêt au bénéfice de l'épargnant. Il s'agit d'un prêt sans intérêt et donc qui est fait à titre philanthropique ou on peut dire autrement dit solidaire. Sur le terrain, en revanche, on fonctionne comme un intermédiaire et donc on travaille avec des partenaires terrain qui, eux, vont financer sur le terrain les bénéficiaires. Voilà. Pour entrer dans le détail du projet Babylone Mali, est-ce que vous pouvez revenir sur celle d'avant? Donc le projet Babylone Mali, il démarre en 2016 lorsque l'équipe de Babylone, et notamment Arnaud Poissonnet, sont le fondateur de l'entreprise, est contacté par le FIDA qui, depuis 2015, co-construit
un projet de grande ampleur au Mali, et au départ au Koulikoro et Sikasso, et dans les autres régions du pays. Un projet qui s'appelle donc le projet FIER, et qui initialement a pour objectif d'accompagner des jeunes ruraux vers leur premier emploi et par la suite vers le développement de leur activité. Ce sont l'objectif, si je me trompe pas, je crois, est de 100 000 jeunes financés au cours du projet qui lui est pluriannuel et qui a démarré donc en 2015, le FIER, et qui finira en 2023. Et en fait, ce projet, il souhaitait répondre à un contexte initial qui était celui de l'exode rural des jeunes, d'une impossibilité aussi de ces jeunes d'accéder au foncier, en tout cas pour une certaine partie. Et puis évidemment, ce programme avait aussi pour ambition de combler le manque de formation forcément préjudiciable pour les jeunes qui ne pouvaient dès lors pas forcément mettre en œuvre des techniques et des apprentissages pour créer leur entreprise. Donc le projet a commencé en 2015 et Babylone a été contacté, donc comme je le disais, en 2016 pour apporter une forme, on va dire, pour apporter une innovation au développement de ce projet. En fait, l'idée est venue donc du FIDA et du FIER de dire que sur un projet d'une telle ampleur, il était très important et intéressant de pouvoir sensibiliser et éventuellement mobiliser la diaspora malienne sur l'accès à l'emploi des jeunes dans leur territoire d'origine. Et en fait, la discussion elle a eu lieu parce que Babylone proposait donc un outil de mobilisation, de prêt solidaire, et ça répondait en fait à cette idée qu'on pouvait mobiliser une partie de l'épargne de la diaspora vers des projets productifs. Et donc en l'occurrence pour nous, ce sont des projets d'activités génératrices de revenus. C'est pour cela en fait que les piliers du projet reposent en somme sur la vision initiale du projet FIER, qui est évidemment de concourir au développement des régions rurales, de participer au développement économique des territoires ruraux, et par ailleurs, et ça c'est l'outil Babylone qui l'apporte, de mettre à disposition un outil efficace, fiable, sécurisé pour la diaspora malienne et pour en fait lui faciliter, en tout cas sous cette forme-là, le financement et la contribution à l'emploi des jeunes. Donc ça se présente en fait, donc Babylone en fait c'est un site qui se présente sous la forme d'un site de financement participatif. Donc je pense on est assez coutumier maintenant de cette expression. Et donc ce qu'on a mis à disposition c'est en fait une plateforme qui permet en fait, qui recueille un certain nombre de projets de nos partenaires terrain et qui sont des projets qui sont eux accompagnés sur le terrain par le projet FIER. Ce qui se passe réellement, c'est que en gros, on travaille avec le RMCR, qui est donc une institution de microfinance partenaire sur la région de Koulikoro avec Babylone. Et cette institution de microfinance, elle travaille également sur le terrain avec le projet FIER. Et le procédé, c'est que quand cette institution de microfinance, elle accompagne des jeunes dans la création de leur activité, elle va remonter ces projets-là sur le site de Babylone et elle va permettre à des personnes d'aider les jeunes et donc d'apporter un peu de contribution. Donc initialement en fait on a travaillé donc à Koulikoro et il y a également aujourd'hui un travail qu'on mène avec le FIDA et l'Union européenne pour étendre les financements à la région de Kayes et précisément dans les cercles de Yélimané et de Kayes. Pour résumer, qu'est-ce que c'est finalement Babylone? C'est que ça vous en fait, pour le grand public, l'enjeu c'est de pouvoir en fait, très rapidement accéder à un certain nombre de projets. Vous allez en fait, pouvoir choisir, filtrer un secteur, choisir donc, quel type de projet vous voulez aider.
Donc sur la plateforme, effectivement, il y a plein de pays qui sont représentés, mais en l'occurrence sur Babylon Mali, ce sont les projets qui proviennent de la région de Koulikoro pour l'instant. Et donc vous allez pouvoir financer directement, vous avez accès à votre profil, et vous pouvez aussi également utiliser une fonction qui s'appelle la cagnotte solidaire, et qui vous permet en fait de mobiliser, de collecter des fonds, par exemple, au sein de votre association. Et ces fonds-là, une fois que la cagnotte solidaire elle arrive à son terme, et bien, ils permettent en fait de financer des projets. Et donc, en collectif, vous pouvez en fait aussi mobiliser ces fonds-là directement et contribuer au projet Babylon Mali. Donc on a aussi accentué notre attention sur des éléments qui aussi apportaient de la transparence et des informations précises sur ce qui se passait sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on a aussi été aussi attentionné? C'est parce que pour concevoir le projet Babylon Mali, on a au départ aussi mis en œuvre une étude terrain qui a été menée par le GRDR et qui s'est concentrée justement sur les attentes et les besoins que pouvaient avoir les membres, les ressortissants maliens, et notamment les associations, envers les attentes qu'ils pouvaient avoir envers un outil de prêt solidaire comme le nôtre. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y avait un aspect qui était essentiel, c'était la confiance sous l'outil, la fiabilité de l'outil et la possibilité d'avoir en fait un site qui puisse sécuriser les fonds. D'abord, évidemment, au moment où on investit ces fonds-là, mais aussi, évidemment, dans la gestion des flux de ces fonds, puisque sur le terrain, il y avait une attention énorme sur en fait, le sérieux et le travail de l'institution de microfinance. Cette observation, elle participe aussi d'un passif qui est d'un passif historique où eh bien, les SFD, les institutions de microfinance, ont pu avoir de la casse. Et donc, pour nous, il y avait une attention primordiale sur en fait, l'intégration, en tout cas, et l'analyse des futurs partenaires qui nous permettraient en fait de développer ce projet-là. Donc pour le fonctionnement, je l'ai déjà un peu expliqué, je vais aller assez vite, mais quand vous venez sur le site Babylon Mali, en fait, vous allez pouvoir donc prêter à partir de 10 €. Et sur le site, donc vous choisissez un projet et vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Et une fois que vous avez choisi ce projet, on va vous permettre simplement donc vous allez pouvoir payer par carte bancaire, ou bien quand il s'agit d'une cagnotte solidaire, vous allez pouvoir en fait collecter l'argent en cash, puis en fait s'il y a quelqu'un qui peut faire l'intermédiaire, va ensuite déposer cet argent sur la cagnotte solidaire. Bref, une fois que vous avez choisi le projet, vous allez pouvoir donc le financer de manière très simple, comme sur un site de e-commerce ou d'autres sites de financement participatif, si vous avez déjà eu cette expérience-là. Et donc, une fois que l'argent est récupéré par Babylon, en fait, le projet, donc on a des projets qui vont être d'un certain montant, par exemple 500 €. Il y a un certain nombre de personnes qui vont donc participer à ce projet et donc vont financer jusqu'à 100% le projet. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, dès lors qu'on a 100% de la somme du projet, on va envoyer cette somme à notre partenaire terrain qui va derrière pouvoir poursuivre l'accompagnement des bénéficiaires. Il se trouve que dans le cadre du projet Babylon Mali, on n'est pas dans une relation unique avec l'institution de microfinance et le bénéficiaire. Il y a un ensemble d'outils et d'acteurs qui interviennent et qui justement permettent de rendre pérenne cette activité. Et donc je vais vous l'expliquer dans la prochaine slide. Voilà. Donc là, on parle plutôt de la position du porteur de projet. Et ici, il s'agit non plus de l'action en somme de Babylon, mais bien de l'action du FIER qui agit sur le terrain donc, et auprès des jeunes. Et cette action-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va... En fait, le jeune, il ne va pas directement aller au SFD, il va être accompagné par des ONG locales qui vont, en premier lieu, faciliter le jeune, donc ça veut dire lui apporter les informations et les premières clés pour pouvoir lancer son projet.
Par la suite, ce jeune va pouvoir en fait être accompagné par une ONG de formulation qui va l'accompagner dans la formulation d'un plan d'affaires, d'une activité, etc., etc. Et en dernier lieu, c'est le partenaire terrain qui va, lui, pouvoir financer selon le plan d'affaires et le besoin du jeune, qui va financer son activité. C'est au moment du stade de formulation, ce qui est très important, c'est que on va accompagner le jeune vers des activités qui sont pérennes et qui vont avoir une utilité territoriale. Et donc, on a, du coup, en général, on va avoir plutôt des activités d'embauche, des activités aussi de maraîchage, mais principalement des activités d'embauche, parce que les ONG locales, en fait, elles ont cette connaissance du terrain qui va permettre aussi aux jeunes de prendre moins de risques, de s'exposer moins dans la création de son activité, parce qu'on sait que ces activités-là vont fonctionner. Il y a un autre élément qui est majeur et qui intervient au niveau du SFD ou de l'EMF, pardon, j'utilise les deux termes, mais c'est la garantie. Il y a une garantie qui est identifiée pour chaque jeune et qui s'élève à hauteur de 100% du prêt. L'enjeu pour le jeune aujourd'hui, c'était de pouvoir lui apporter, de le mener vers de la création d'activités. Et donc cette garantie-là, elle intervient afin aussi de pouvoir sécuriser l'avenir du jeune. Et si jamais celui-ci en fait, se trouve à défaut, on a cette garantie-là qui va lui permettre dans tous les cas aussi de pouvoir se relever. Et cette garantie, elle fonctionne de deux manières. Soit le jeune ne peut pas rembourser le montant du prêt, auquel cas cette garantie s'active. Si le jeune arrive à rembourser son prêt, cette garantie lui est offerte de manière à ce qu'il puisse lui poursuivre le développement de son activité dans les meilleures conditions. Voilà. Et donc, pour revenir sur le schéma Babylone, en fait, quand l'IMF elle reçoit l'argent pour le prêt, pour le projet d'un jeune, il y a en fait toute cette myriade de partenaires et d'acteurs qui en fait jouent énormément dans la réussite du projet. Et c'est aussi pour cette raison qu'on s'est évidemment engagé avec le FIDA dans quelque chose d'aussi bien pensé. Voilà. J'ai à peu près, j'ai un petit peu avancé aujourd'hui, peut-être. Donc où on en est aujourd'hui, donc ça fait 2 ans qu'on a lancé le projet. En France, l'équipe Babylone, et qui est donc aujourd'hui, malheureusement elle est absente, mais c'est Oumou qui est la chef de projet du projet de Babylone Mali, mais elle attend un heureux événement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour elle. L'équipe Babylone Mali, à Paris, elle partage en tout cas son travail entre, premièrement, la mise à disposition de cet outil, qui est le site web, mais aussi elle prend beaucoup de temps dans sa mission de mobilisation auprès des associations et de la diaspora malienne. En fait, ce dont on s'est rendu compte, évidemment, c'est qu'un tel sujet ne pouvait pas fleurir et se développer sans un travail de sensibilisation, de discussion, et en fait sans simplement l'aspect indispensable du temps, et du temps juste de compréhension et d'acceptation d'un tel outil. On est un outil et une alternative qui a fonction de levier, et elle n'a pas vocation à remplacer d'autres fonctions d'épargne, mais elle vient comme complémentaire de ce que fait déjà la diaspora. Et donc c'était très important pendant ces 2 ans de mettre en œuvre de nombreuses actions, de réunions, d'événements qui ont permis aussi de développer la notoriété de l'outil Babylone Mali. Aujourd'hui, donc, on en est à plus de 270 projets financés sur le site. Parmi ces projets, il y en a 80 aujourd'hui qui ont été financés en partie par les cagnottes solidaires qui ont été organisées par les associations, des associations avec lesquelles on est partenaire. C'est énorme parce que c'est à peu près un tiers des projets qui ont pu recevoir de l'argent des cagnottes solidaires. Et donc pour nous, c'est un signal très positif quant à l'intérêt de cette formule-là. En tout et pour tout, sans compter les cagnottes solidaires où parfois c'est plutôt des associations, donc on ne peut pas quantifier le nombre de personnes qui ont participé, mais
si on sort les cagnottes solidaires, on a donc plus de 1000 prêteurs et on a à peu près 10% de prêteurs qui sont issus de la diaspora malienne. Et le reste, ce sont des prêteurs qui en fait connaissaient déjà Babylone pour ce qu'ils faisaient auparavant, et donc c'est des gens qui venaient prêter à d'autres projets et qui ont souhaité aussi évidemment participer au projet Babylone Mali dans son ensemble. Et donc oui, effectivement, plus de 150 000 euros prêtés, on est même plutôt à 170 000 euros, exactement. Voilà. Et peut-être, alors au-delà juste des données quanti, je pense que ce qui était aussi important pour nous, c'est en termes de données qualitatives. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour cet objet-là, du prêt solidaire. Il existe un levier et on sent qu'en tout cas il y a quelque chose qui peut, on va dire, on touche une certaine cible au travers de en fait, cette proposition qui est d'accompagner aussi d'accompagner des jeunes au travers de l'investissement productif. Ce dont on se rend compte évidemment, c'est que selon les générations des ressortissants, on n'a pas le même intérêt, et on voit aussi que l'outil, il a un bon intérêt, enfin, il est attractif pour aussi les secondes générations qui sont beaucoup plus habituées à des outils numériques. Et donc on sait aussi qu'un écueil pour nous aujourd'hui, c'est le sujet du paiement en carte bancaire qui peut être bloquant. Et puis, et ça on le sait depuis longtemps, c'est le sujet de la dimension géographique sur Babylone Mali, puisque pour l'heure, on ne peut financer des projets que dans le cercle de Koulikoro. Et on a, au travers des échanges évidemment, avec les associations, compris que l'enjeu, il était énormément à Caille, et on sait aujourd'hui qu'on a une attente. On a discuté avec nombre de personnes sur ce projet d'extension dans la région de Caille. C'est toujours en cours de travail. On a pris un peu plus de temps aujourd'hui pour finaliser le lancement de ce projet, parce qu'on avait une attention très particulière à l'identification de la structure de financement et donc du partenaire terrain. Mais on a très bon espoir pour que les choses avancent plus vite à présent, et avec en fait l'appui du FIDA, non pas uniquement sur le projet FAIR, mais aussi sur un autre projet qui s'appelle Inclusif. On pense en tout cas qu'on va pouvoir avancer là dans les prochaines semaines, prochains mois, et avoir de bonnes nouvelles pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et un dernier élément aussi, excusez-moi, je vais peut-être pris trop de temps, mais sur le terrain, ce dont on s'est également rendu compte, c'est que donc, le FIER, au travers de son projet, a noué des partenariats structurants avec de nombreux SFD. C'est d'ailleurs l'un des enjeux du projet VIR, c'est d'apporter, on va dire, d'améliorer les capacités de suivi, d'accompagnement et de structuration de ces SFD, mais aussi des ONG locales qui ont un grand intérêt en fait, à pouvoir développer leur expertise auprès des jeunes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à travers Babylone Mali, en fait, et l'expertise de notre projet, enfin notre expertise en microfinance au sein de l'entreprise, eh ben, on a aussi pu identifier les bonnes IMF. Et en fait, au travers de notre modèle et de nos critères, ça permet aussi aux FIER d'avoir une meilleure vision du terrain et de la qualité en fait, du travail de ces SFD. Et donc là, pour nous aussi, c'était une vraie fierté, parce que même si la majeure partie de notre travail a lieu ici, eh bien, notre analyse, elle a quand même une utilité et pour les gens sur le terrain. Et ça, je pense que c'est là où on avance dans le bon sens. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Dr Aloubari. Je suis le coordinateur de la cellule technique du co-développement, un service rattaché aux Maliens de l'extérieur. Ça, c'est bien normal à fixer pour que les gens puissent connaître, parce qu'au départ, le co-développement était quand même rattaché au ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est extrêmement important. Mes devanciers sont là, peut-être dans la salle. Le co-développement est parti de la France ici. Et je rends un hommage mérité au père fondateur de ce co-développement-là. Donc, tout est parti de la table ronde de Caille de 1997. Et c'est la table ronde de Caille qui a mis la lumière entre la migration et le développement.
Donc, et après, on a signé quand même une première convention avec la France. Donc, et ainsi de suite, jusqu'à venir quand même à la ceinture à mettre la cellule technique de co-développement en 2010. C'était un service rattaché au ministère de l'économie. Mais après un arbitrage, on a rattaché aux Maliens de l'extérieur. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. On ne peut pas parler de la diaspora et puis loger la diaspora dans un autre département. Donc, c'est ainsi que le co-développement est revenu à la maison initiale qui est quand même les Maliens de l'extérieur. Le co-développement, qu'est-ce que c'est que le co-développement? Le co-développement est basé sur quand même un principe, c'est la mobilisation des compétences techniques et financières de la diaspora pour le développement local avec une participation très active des collectivités. Ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, je pense que cette partie, il faut quand même maîtriser ça. Donc, mon frère Goundiam a parlé de projets. Et nous, on a un cahier de procédure. Un cahier de procédure pour financer des projets. Mais très, très sincèrement, on est entre nous ici. Moi-même, je suis de la diaspora parce que j'ai fait 14 ans ici. Je connais vos réalités, ça sans embâche, parce que je suis venu étudier. Quelqu'un qui a étudié ici, il connaît les réalités d'ici. 14 ans, ce n'est pas 14 jours. Donc, je suis un produit pur et dur de la diaspora. Vos problèmes sont connus, vos difficultés sont connues. Et Dieu faisant bien les choses, je suis aux affaires il y a moins de 2 ans. Mais je pense qu'on essaie à notre manière de vous conforter malgré les maigres moyens. Donc, ce que je vais dire, il a parlé de projets. Les projets, tout le monde a un projet ici dans la salle. Soit on a des idées de projets, soit on a des projets, mais très, très malheureusement, on n'a pas de projet de qualité. Pour contredire un peu mon frère Goundiam, il y a très, très peu de projets de qualité. L'idée de projet et le projet, ce n'est pas la même chose. Donc, je pense que vraiment, nous, on reçoit à longueur de journée des projets. Les projets, les gens s'asseyent et ils font le couper-coller et ils prennent les anciens projets, ils essaient de réchauffer ça. Ça, ce n'est pas un projet. Un projet, il faut concevoir. Si tu n'as pas la technicité de le faire, il y a des bureaux d'études qui sont agréés à le faire. Moi, j'ai une spécialisation, mais je n'ai pas une spécialisation dans le montage de projets. Il faut que vraiment ça soit clair. C'est une partie essentielle. On est confronté à ça. Tous les jours, nous sommes interpellés. Vraiment, on a envoyé nos projets. Nos projets n'ont pas été retenus. Or, on a fait un cahier de procédure. Et ce cahier de procédure a été envoyé à tout le monde. C'est sur nos réseaux. Et ici, j'ai ventilé, j'ai donné sur WhatsApp, on a partagé. Et si ceux qui n'ont pas ces cahiers de procédure, je peux donner vos numéros de WhatsApp ou bien vos numéros de mail, j'enverrai le cahier de procédure. Un projet ne doit pas être bâclé. Un projet, nous, on a donné un cahier de charge, il faut faire conformément à ce cahier de charge. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour que nous puissions vraiment financer. Donc, lorsque je suis arrivé, c'était Diaspora 1 qui était là. J'ai comme mandat de vous parler des projets collectifs, productifs collectifs et des projets individuels. Donc, la Diaspora 1, c'était un projet qui était déjà financé, qui était financé à peu près à 2 180 000 €. Moi, je venais, ça tendait vers la fin, mais j'ai pu organiser un appel à projet. Cet appel à projet, on a eu à peu près 13 projets qui ont été retenus, mais on a mis 5 projets en liste d'attente au cas où, s'il y a des projets défaillants, donc pour vraiment faire en sorte de changer. Donc, le premier projet de financement, les résultats sont là, vous pouvez descendre. Les résultats sont palpants sur le terrain et c'est confortant parce que c'est collectif. Continue encore, continue. Tout ça, j'ai parlé. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Les premiers résultats sont palpables sur le terrain. Donc, j'ai parlé des projets productifs structurants, des projets productifs quand même individuels. Donc, les projets structurants et les projets productifs. Les projets productifs, qu'est-ce que c'est? La différence, c'est les deux. Les projets structurants, ça veut dire quoi? On peut faire un micro-barrage. On peut faire vraiment des centres de santé. On peut faire également des pistes rurales. On peut faire tout ce qui est aménagement. On peut faire des centres culturels. Des projets productifs, il faut aller
à ce niveau-là, l'éducation, on a fait des écoles par-ci, par-là, on a fait également des marchés. Donc, vraiment, il faut que ça donne de la valeur. C'est extrêmement important. Ce sont ces projets qui sont prioritaires pour nous. Quelles sont les subventions que nous donnons? Les subventions vont de 15 à 30 millions. On ne donne pas moins de 15 millions, mais on ne donne pas au-delà de 30 millions. Ça, c'est extrêmement important. 15 à 30 millions. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Nous disons à notre jargon, Nyobi Nyobougou, mais Takan de Bala. Donc, il y a l'argent, mais l'argent a des conditionnalités très compliquées parce qu'il y a une commission qui est là et de sélection qui est là. Dans cette commission de sélection, il y a l'Union européenne qui est quand même membre, il y a l'Agence française de développement qui est membre. Moi-même, je suis le président de cette commission-là, avec des techniciens du département. Donc, les projets, c'est comme l'ouverture des plis quand il y a un marché. Donc, on ouvre, parce qu'on demande 4 exemplaires, les projets sont ouverts et on projette le projet par projet. D'abord, on regarde administrativement les pièces demandées. Chaque non-conformité est inéligible d'emblée. Vraiment, ça, c'est extrêmement important. Parce que nous sommes souvent négligents, disant que, ah, vraiment, ce petit papier-là, ah, après, je vais envoyer. Hein, ce n'est pas comme ça. Nous, on a mis quand même un cahier de procédure avec un cahier de charge, avec des éléments, et chaque élément est important. Bon, je pense que, vraiment, essayer de se conformer d'abord administrativement au projet. Cette fois-ci, on a eu 73 projets. 73 projets pour un appel à candidature de 20 projets. Voilà, vous voyez, donc déjà, 35 ont été écartés administrativement non conformes. Administrativement, d'abord, les pièces ne sont pas là. On n'a même pas étudié techniquement. Tu peux faire le meilleur projet, mais si ce n'est pas correct administrativement, c'est un rejet d'emblée. Donc, sur 73, 35 ont été rejetés pour faute administrative. Après, on est venu à la deuxième étape. Il restait 38 projets. Donc, ces 38 projets, on a évalué techniquement et regardé d'évaluer pour voir, parce qu'il y a les critères avec les évaluations. Donc, on a fait ce choix-là aussi. Donc là, on a sélectionné 20 et toujours, nous faisons une marge de manœuvre. On a gardé 5 projets au cas où. Au cas où, si parmi les 20 projets, il y aura des défaillances, on va remplacer tout de suite parce qu'on ne peut pas faire des appels à projets. Donc, c'est pour vous dire que l'engouement devient de plus en plus grand parce qu'au départ, on faisait des appels à projets de 10 et on n'a jamais eu plus de 20 à 25 dossiers. Mais cette fois-ci, on a eu 73 et nous projetons faire un appel déjà au mois de décembre encore. Je suis convaincu que nous allons frôler les 100 dossiers. Parce que l'appétit vient en mangeant. Les gens ont compris que vraiment le dispositif est fonctionnel et ils peuvent aller et vraiment 30 millions d'argent, 30 millions de francs CFA, à peu près 40 000 euros de subventions gratuitement. Ce n'est pas donné dans nos projets. Nous sommes tous dans les projets de développement. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc, vous pouvez continuer, oui, continue. Voilà. Donc, nous finançons à peu près à 70%. La diaspora finance à peu près à 10%. Et les collectivités financent à peu près à 20%. Ça veut dire quoi? Chaque maillon est important. 70%, ça c'est le co-développement. Notez bien, il y a parmi les projets qui ont été rejetés administrativement, on dit il y a une astuce qu'il faut connaître. Nous, on dit 30 millions, mais 70%. Mais quand tu fais un projet de 32 millions et que tu nous demandes 30 millions, ce n'est plus 70% en arithmétique. Donc, ça va dépasser peut-être, parce que le fait qu'on a dit on donne entre 15 et 30 millions, tout le monde veut avoir 30 millions, même si tu as un projet de 32 millions. Déjà, il y a une contradiction quand même de rapport. Donc, sur ce plan, il faut essayer d'abord de tenir les 70% du projet, c'est extrêmement important. D'autres nous ont demandé 90%. Bien vrai que 90% est égal à 30 millions, mais ça ne répond pas à nos critères. Donc, on a demandé, nous, on peut financer 70%, la diaspora 10%, les collectivités 20%. Donc, beaucoup ont été éliminés à cause de ça. Donc, pour non-conformité. Donc, continue.
Voilà, donc vraiment, vous voyez ce projet, on a fait un micro-barrage. Ça, quand même, c'est une fierté. Qui connaît la région de Caille? On fait un micro-barrage. Il y a l'eau comme ça, avec l'eau pour 6 mois. Donc, tu peux faire la pisciculture, tu peux faire l'abrévage des animaux, tu peux faire le maraîchage, tu peux faire l'agriculture. On ne peut pas avoir un développement plus que ça. Et ça colle avec le thème que vous avez, la sécurité alimentaire, avoir l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc, je pense que vraiment, ça, c'est un projet concret. Gouka, ça, c'est fini. Ils sont prêts. Peut-être ils sont dans la salle ici. Ils veulent qu'on aille inaugurer leur projet. Continue. Donc, on a fait une école merveilleuse à Tukutu. Moi-même, j'ai eu la chance. Ce n'est pas tous les jours que je suis sur le terrain, mais cette fois-ci, comme c'était école, et c'était une femme engagée, la maire de Tokoto, elle a eu un projet, donc elle a fait un second cycle dans sa contrée. Moi-même, j'ai été pour faire la pose de la première pierre, et en moins de 100 jours, ils ont fini l'école. Faire une second cycle, former l'homme, je pense qu'on a tout donné. Donc, continue. Donc, bon, on donne l'eau, on donne les pistes rurales, continue. Voilà, Diaspora Day. Et c'est ça. Aujourd'hui, je sais que beaucoup sont dans cette salle-là. Ils seront intéressés par l'investissement individuel. On vient de signer une convention avec l'Agence française de développement sur le financement de l'Union européenne, à peu près 4 milliards de francs CFA. Donc, nous allons quand même financer 50 projets facilités collectifs. 50 projets collectifs. Nous allons accompagner également 100 projets quand même individuels. Ça, c'est extrêmement important. On est dans la salle ici pour savoir comment on va financer ces 100 projets individuels. Et nous allons accompagner également des champs entrepreneurs. Donc, on a signé une convention peut-être avec FIDA Babylone, donc, pour un montant de 600 000 €. Et ils vont faire le troisième volet pour nous, les 200 entreprises, ils vont les accompagner. L'investissement individuel, c'est ça qui intéresse les gens. Et je sais que c'est la partie la plus importante. On veut accompagner 100 jeunes. Comment on veut faire ça? Nous, on veut faire le partenariat public-privé. Parce qu'on veut créer de l'emploi chez nous déjà. Il y a des incubateurs qui sont au Mali. On a demandé à ces incubateurs de se fédérer en fêtières. 5 incubateurs. On a pris 5 incubateurs qui sont dans des domaines différents. Certains sont dans l'agroalimentaire, certains sont dans l'électronique. Donc, on a demandé, ça fait plus de 2 ans on est dans ça, avant la signature même de la convention, pour qu'ils se fédèrent en une fêtière et pour pouvoir quand même accompagner. Donc, il y aura 100 jeunes entrepreneurs qui seront vraiment individuels, qui seront accompagnés. Comment on va les accompagner? On va faire la pré-incubation, on va faire la sélection ici en France, parce qu'on sait la diaspora la mieux organisée se trouve ici en France. Donc on va sélectionner quand même ces 100 jeunes entrepreneurs. On va les faire la pré-incubation, on va les envoyer les billets. Ils vont venir peut-être avec leurs projets, peut-être ils n'ont pas de projet. Ils ont des idées de projet. On va les former. On va les faire l'incubation. On va les faire l'accélération, monter leurs projets et maintenant mettre un réseau de financement pour qu'on puisse avoir le financement. Mais on a essayé de dire qu'on ne peut pas prendre 100 jeunes entrepreneurs sans donner un fonds d'amorçage. On s'est dit, donc sur ces 100, parce que ce qu'on a, on a. Ce qu'on n'en a pas, on n'en a pas. Donc, on dit, sur ces 100-là, on va essayer de sélectionner 20. Ces 20-là, les 20 premiers, les 20 meilleurs projets seront quand même accompagnés par un fonds d'appui qu'on appelle un fonds d'amorçage d'à peu près 14 000 €. Chacun d'eux aura à peu près 14 000 € pour faire démarrer leur projet. 14 000 €, c'est beaucoup d'argent, c'est à peu près 8 millions. Donc, je pense qu'avoir 8 millions comme subvention pour démarrer le projet, vraiment, c'est extrêmement important. Donc, je pense que c'est une aventure que nous allons faire ensemble. L'investissement individuel, chacun a des idées, mais le co-développement est venu vous conforter dans vos démarches de formation, d'idées de projet, d'accompagnement, jusqu'à donner un fonds d'amorçage. Qui dit mieux?
Personne ne peut dire mieux que ça. Donc, je pense que l'opportunité est là et tout de suite, il faut saisir l'opportunité. Donc, vraiment, je tiens quand même à vous remercier. Je ne vais pas continuer par des questions-réponses. Vous avez des questions. Donc, vraiment, j'ai voulu vous dire, brosser globalement ce qu'on a comme matière à vous offrir. Mais il y a un maillon extrêmement important que je vous dis. En marge de ça, le gouvernement du Mali, dans un souci de réinsérer les migrants de retour, il y a un fonds qui est au niveau du département qu'on appelle le budget d'investissement spécial. Chaque année, on a quand même un financement d'à peu près 100 à 150 millions. Déjà, on a financé, il n'y a pas 3 semaines, 78 projets et 39 projets pour 78 millions. Donc, nous, on ne donne pas beaucoup d'argent, mais on dit 2 millions, avoir 2 millions gratuitement, 2 millions, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui n'a pas un copec. Donc, il peut démarrer avec 2 millions. Ça, c'est des petits projets qui sont là. Et ces petits projets, depuis 2016, on a financé à peu près plus de 200 projets dans ce domaine-là. Les migrants de retour peuvent avoir des financements de 2 millions. On ne dépasse pas 2 millions parce qu'on veut que le maximum de Maliens de retour est ça. Donc, vraiment, ça aussi, c'est une opportunité qui existe au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur sur le financement propre du budget national malien. Donc, vraiment, je ne peux que vous remercier. Et pour nous, chaque migrant compte. On a besoin de vos accompagnements, on a besoin de vos engagements, donc pour que vraiment vos rêves deviennent des réalités. Ne pas tenter, c'est perdre. Le co-développement est là pour vous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci au docteur Barry pour son intervention. Donc, sans tarder, on va repartir avec la docteure Nakani Diallo, donc, qui est la coordinatrice à la coopération allemande GIZ Mali, docteur vétérinaire. Elle va nous parler du dispositif de financement GIZ, stratégie d'intervention du passif ProCAI pour la création d'entreprises jeunes comme alternative à la migration irrégulière. Encore, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole pour vous présenter un peu la coopération allemande. Moi, je suis la coordinatrice d'un projet de la coopération allemande qu'on appelle le ProCAI. C'est un projet qui est axé sur la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes sur 2 volets. On travaille sur 2 chaînes de valeur, la chaîne de valeur maraîchage et la chaîne de valeur pisciculture. Au fait, nous sommes un grand programme qui est le PASIP, le programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité, qui est mis en œuvre par l'agence GIZ de la coopération allemande. Le PASIP, il est... Non, c'est pas ça. Le PASIP, je dis que c'est un programme d'appui au sous-secteur de l'irrigation de proximité qui avait comme objectif de créer des emplois, comme on appelle, générer des emplois pour les coopératives à travers l'agriculture durable et innovante. Cependant, il ne travaillait pas vraiment sur la création d'emplois, mais l'objectif était la sécurité alimentaire plutôt et nutritionnelle. Ce n'est qu'en fin 2016 que le PASIP a été mandaté par la coopération allemande, la GIZ, pour étendre ses activités au niveau de la région de CAI face à la problématique de l'immigration irrégulière. Oui. En fait, le PASIP, il existe depuis 2008 et prendra fin en 2023. Nous sommes à la fin de la 3e phase et la 4e phase commence très bientôt en 2020 et terminera en 2023. Nous avons un budget de 44 millions d'euros, soit à peu près 26 à 28 milliards de francs CFA. Et c'est à partir, comment est-ce que le ProCAI même est venu,
C'est en 2015, je faisais une mission avec un des chefs de la coopération allemande en partant vers Mopti. Quand j'ai vu sur les images, il y a des jeunes qui étaient en train d'être noyés au niveau de la Méditerranée en Espagne. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux. Je sais que ça, c'est des Maliens. Je sais que c'est des fils, c'est des frères, c'est des parents, quoi. Là, il m'a dit, mais Nakani, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ces jeunes-là? J'ai dit, mais il faut leur donner du travail. Les jeunes qui quittent ici, ce n'est pas par plaisir. Ils s'en vont à la recherche du bien-être. C'est les gens qui ont le cœur. Ils quittent leurs parents pour aller chercher de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités qui s'offrent à eux dans leur région d'origine. La majorité sont des agriculteurs, mais l'agriculture en tant que telle n'est pas très développée dans leur zone d'origine. Alors, il dit, Nakani, est-ce que vous pouvez me monter un projet pour Kai? J'ai dit, mais bien sûr. Il était très étonné. En moins d'une semaine, je lui ai soumis le projet. Il est allé faire le plaidoyer en Allemagne. Et à notre grande surprise, vers la fin de l'année, on nous a appelé, on dit que le projet il est valable, on va être installé à Kai. Donc c'est à partir de là, nous avons commencé à développer notre stratégie que je vais vous présenter. Je crois que ce n'est pas nécessaire de dire tout ça. Et notre stratégie, maintenant, nous avons baptisé d'abord le projet comme projet de réintégration et de la promotion de l'emploi pour les jeunes dans la région de Kai, dans le sous-secteur de l'irrigation de proximité et du maraîchage, et de la pisciculture du moins. Bon, on dit, nous sommes déjà dans l'irrigation de proximité, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Nous pouvons travailler sur deux chaînes de valeur. Alors, nous avons fait une étude d'abord sur le terrain, dans la région de Kai, et moi j'étais étonné que Kai, c'est la région la plus migratoire du Mali, pendant qu'en passant, c'était ma première fois de partir à Kai. J'ai vu le fleuve Sénégal, j'ai vu le Bafi, j'ai vu le Bakoy, j'ai vu le Falémé, j'ai vu le lac, un grand lac, le lac Magui, il y a la Colombinée ici, et puis il y a beaucoup de sources d'eau pérennes. C'est-à-dire des mares qui peuvent durer jusqu'à 8 mois à 12 mois dans l'année. J'ai dit, mais il y a des opportunités ici. Nous travaillons dans l'irrigation de proximité, on peut mettre ça à profit pour pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes. Voilà, et c'est parti. Alors nous avons fait une étude approfondie de ces deux chaînes de valeur en même temps que les causes réelles de l'immigration au niveau de ces zones. Et dans chacun de ces cercles de la région de Kai, nous avons étudié les forces, les faiblesses des deux chaînes de valeur, c'est-à-dire le maraîchage et la pisciculture. Alors, nous nous sommes dit, c'est possible de réussir dans ces deux chaînes de valeur sur place. Nous nous sommes fixés comme objectif de créer 540 emplois, dont 280 dans la chaîne de valeur pisciculture et 260 dans la chaîne de valeur maraîchage, et tout cela à travers 100 micro-entreprises. Voilà, nous nous sommes lancés là-dedans. Notre objectif d'atteindre les 280 emplois, nous allons créer de l'emploi à travers la pisciculture intensive par la production de poissons dans les cages flottantes et dans les étangs piscicoles. C'est possible parce qu'il y a de l'eau. Et nous nous sommes dit, le maraîchage aussi, ça va de pair. Il y a les sources en eau, on peut utiliser, surtout qu'il y a des micro-barrages qui ont été aménagés par les migrants de retour et par les mairies au niveau des intercommunalités surtout. Voilà, nous avons mis ça à profit pour les jeunes. Nous avons fait une étude préalable. Comment retenir nos enfants pour ne pas aller sur les voies dangereuses de la migration? Au Mali, nous sommes basés sur le salaire de base des Maliens moyens, c'est-à-dire qu'un cadre A, il est payé à moins de 150 000 francs à l'époque là où je prenais les rênes de ce projet. On s'est dit, d'accord, on aide un enfant à s'installer en maraîchage, quelle est la superficie qu'il lui faut concrètement pour pouvoir produire et vivre dignement des ressources qu'il va générer. Nous avons fait des études, les gens pensaient que les jeunes n'aimaient pas le maraîchage, mais c'est le contraire, parce qu'ils le voyaient plutôt comme une activité non lucrative et qui était destinée aux femmes. Mais quand nous les avons briefés, on les a montré les pour et les contre, comment est-ce que ça peut marcher avec vous en mettant les moyens adéquats à votre disposition, c'est-à-dire les moyens d'exor. Ce n'est plus le fait d'aller puiser dans l'eau pour venir faire le maraîchage. Donc, il y a les motopompes qui sont là, mais aussi il y a la technicité, il y a un manque de formation crucial au niveau de l'exécution de ces activités. Donc, on a élaboré des curricula
pour le maraîchage et des curricula aussi pour la pisciculture. Donc nous nous sommes rendus compte qu'en attribuant une parcelle de 1 hectare pour 3 jeunes, les jeunes peuvent s'en sortir dans le cadre du maraîchage. Et avec les mêmes calculs, nous nous sommes rendus compte qu'en donnant une cage flottante pour 3 personnes également, ils ont plus que les 150 000 francs par mois si on comptabilise leurs bénéfices annuels. Et de la même façon, nous travaillons dans toute la chaîne de valeur. Quand nous parlons de chaîne de valeur au niveau de la pisciculture, on parle de la production d'intrants, c'est-à-dire les alevins et l'aliment poisson. Et nous avons des ambitions, parce que ça c'est le goulot d'étranglement aujourd'hui du développement de la pisciculture. Tant qu'il n'y a pas la production d'alevins sur place, tant qu'il n'y a pas la production d'aliments sur place, les coûts de production seraient très élevés et vraiment ça décourageant pour les jeunes et on n'aura pas les résultats escomptés. Alors nous ambitionnons de créer ces entreprises-là au niveau de la région des Cayes pour que ça soit disponible et à moindre coût. Donc nous sommes sur cette base, ça c'est une première stratégie à nous. Et la deuxième stratégie, c'est de pouvoir étendre ces activités dans les zones où c'est possible de le faire. Et pour cela, nous avons mis en place, parce que nous savons que nous travaillons avec les jeunes et nous travaillons avec les femmes, et très généralement, c'est la couche la plus défavorisée au niveau de la région et qui n'ont pas accès à la parcelle. Donc, on a mis en place un comité d'orientation et d'échange, dont Barka Fofana est le président. C'est pour nous aider à avoir des parcelles qu'il faut attribuer aux jeunes. Et avec des papiers légaux pour dire qu'ils peuvent exploiter ces parcelles-là pendant au moins 15 à 20 ans sans que personne ne vienne les embêter. Et nous avons évité les parcelles qui sont des héritages pour les jeunes parce que quand ça va réussir, il y aura trop de litiges plus tard. Je tiens à éclaircir ici parce qu'il y a des gens qui peuvent dire nous avons notre parcelle à nous, on veut travailler là-bas. Ça, ce n'est pas notre objectif. On ne travaillerait pas sur ça parce qu'en vous attribuant ça, il y aura toujours des querelles qui vont réclamer après nos héritages. Donc, c'est trop d'investissement pour ça. Et maintenant, nous travaillons sur toute l'étendue du territoire, de Yélimane jusqu'à Kenyeba. Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés dans les régions, mais voilà les potentialités qui existent que nous pouvons exploiter. D'où notre stratégie d'intervention dans toutes ces zones. Mais nous n'allons pas intervenir avec les mêmes productions parce que nous travaillons sur toute la chaîne de valeur. Je donne l'exemple de Bafoulabé. Il y a de l'eau en vrac, c'est le fleuve Sénégal, c'est le Bafi, c'est le Bakoui. On peut produire du poisson là-bas. Donc, il y a des gens aussi qui peuvent investir dans le transport du poisson frais vers Yélimani, où c'est très difficile de produire du poisson, ou vers Nyono, c'est très difficile de produire du poisson. Donc nous sommes dans l'optique de développer l'énergie solaire à travers l'attribution des congélateurs solaires pour que tout le monde ait les mêmes produits au même prix. Et nous appuyons les jeunes également pour la commercialisation, la transformation et même le transport de nos produits, légumes et poissons, vers ces zones où la production est difficile. Notre ambition, c'est de créer des emplois au niveau de tous les cercles pour pouvoir diminuer un peu la migration par les voies irrégulières. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons atteint notre objectif. Le projet a été lancé le 17 novembre 2017 et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 650 emplois créés. Malgré notre ambition, non. On atteint par rapport à la production d'alevins et même pour cela, pour que nos actions et nos activités soient durables, même après le projet, pour que les activités continuent, il faut obligatoirement et nécessairement ces unités au niveau de la région. Nous avons entrepris une démarche de venir vers la diaspora. Voilà des créneaux d'investissement pour vous et voilà des créneaux pour que les enfants soient stabilisés dans leur point d'origine, dans la dignité et avec des revenus considérables pour pouvoir se prendre en charge sans être la risée des autres. Voilà l'optique de la vision du PROCAI et pour cela, nous avons travaillé dans ce sens. Notre objectif est atteint dans le cadre du maraîchage. 105 hectares ont été aménagés et donnés à 315 personnes. Et 40 cages flottantes ont été données à 120 personnes. Il y a 35 étangs piscicoles ont été donnés à 70 personnes. Et nous avons installé des gens dans le cadre de la commercialisation, mais aussi dans le cadre de la conservation et de la transformation de nos produits. Voilà un peu brièvement ce que c'est que le PROCAI. Merci.